Eh ben, on commence. Vas-y. Eh ben, bonjour Hassan Taibi. En général, j'invite des gens, mais maintenant, c'est toi qui m'invites. Je suis chez toi, ici, au pied de tes bureaux à Hong Kong. Exactement, oui. Et alors, on se connaît depuis longtemps. On s'est connus en 2008, quelque chose comme ça. 2007, 2008, à l'ambassade de France à Pékin. Et ce qui m'a frappé depuis le début avec toi, et puis maintenant aussi au cours des années, c'est que par rapport notamment à d'autres parcours qu'on a autour de nous, donc toi au début quand je t'ai connu, tu travaillais au service informatique de l'ambassade de France. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, tu es patron d'une entreprise qui s'appelle BistroChat et qui donc propose des services de réservation en ligne de restaurants, de bistrots, etc. Ouais. Sur toute l'Asie. Oui. Voilà. Et moi, j'ai eu l'impression, en te connaissant au cours de ces années, que tu avais véritablement, tu étais un grand constructeur. C'est-à-dire que toute cette carrière, tu l'as construite avec pratiquement un déroulé que tu avais déjà en tête très tôt. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ça? Parce que je trouve que c'est un élément fascinant de ta personnalité. Et en plus, et c'est ce qu'on va voir au cours de l'entretien, tu es également un entrepreneur né. C'est-à-dire que tu as toujours voulu créer ta propre boîte. Alors, il y a plusieurs questions. Sur l'entrepreneur né, je ne crois pas à l'entrepreneur. Je ne crois pas à l'entrepreneur né. D'accord. Je crois qu'on devient tout ce qu'on devient. Donc, j'ai appris à devenir entrepreneur. Je suis passionné par l'entrepreneuriat. Et du coup, j'ai travaillé pour être entrepreneur. Sur les plans et sur le fait que j'ai planifié un peu tout, oui, c'est vrai que j'ai planifié tout. J'avais écrit, j'ai fait entre autres Dauphine, et j'avais dans ma lettre de motivation, j'avais mis, donc il pose une question qui est qu'est-ce que vous voulez faire après, et j'avais mis que je voulais aller en Chine, habiter en Chine et monter une entreprise en Chine. Voilà. Ce que j'avais totalement oublié, mais quand tu l'as retrouvé? Non, je l'ai pas retrouvé. Un de mes anciens professeurs m'a rendu visite en Chine en 2010, donc j'avais 30 ans, et il m'avait ramené ma lettre de motivation pour rentrer. J'ai étudié au master 212 Affaires internationales, donc pour rentrer au master, il m'a ramené ma lettre de motivation. Et donc j'avais complètement oublié, mais j'ai fait effectivement ce que je voulais faire. Alors c'est pas des lignes directes. C'est plus facile de faire ce qu'on veut faire dans 10 ans que ce qu'on veut faire dans un an. Oui. Parce que dans 10 ans, on a plein d'opportunités pour y arriver, rejoindre la route où on veut aller. Et donc, j'ai toujours effectivement des plans à 10 ans pour la suite. Donc, j'avais aussi un plan pour venir à Hong Kong après Pékin. Et donc, au moment où il y a des opportunités qui sont arrivés à moi, je les ai saisis parce que je savais que c'était vers là que je voulais aller, quoi. Mais alors, bon, au début, quand même, comment est-ce que tu t'es dit, ce que tu viens de nous raconter, je veux, dans 10 ans, travailler en Chine, et donc... Alors, j'étais passionné par la culture chinoise, la langue et la culture chinoise, c'est venu par mes lectures de romans, sur la route de la soie, sur... Tu te souviens le premier déclic ou... L'âge, le roman ou le livre? Ça devait être sur... Je me rappelle pas du roman. Si, il y en a un que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Le Mandarin Blanc. Ouais. Voilà, qui est une histoire romancée, mais plutôt basée sur la réalité d'un fonctionnaire de la cour impériale qui était occidental et donc qui devait être lazariste. Et qui était en compétition avec les jésuites de mémoire, j'ai lu ça il y a 30 ans, donc je vais être adolescent quand j'ai lu ça. Et donc j'ai commencé à creuser, et j'aime beaucoup les langues étrangères, et donc la Chine réunissait deux choses, une culture très profonde et une langue très compliquée. La langue, j'y suis venu plus tard. J'avais commencé à apprendre le japonais. Ouais. Au lycée? Non, c'était à l'EPITA, donc en école d'informatique. Oui, donc après ton lycée, c'était ta première école ou pas? Parce que non, j'ai fait bac plus 1 et plus 2. En fait, j'ai un DUT en productique mécanique et que j'ai fait en prépa intégrée sur un truc en alternance pour le CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. Donc j'ai fait plutôt usinage, technique, fonderie, enfin toutes les techniques de fabrication.
Et après, en fait, j'ai fait ça plus ou moins par défaut, je connaissais pas très bien. Et j'ai découvert l'informatique grâce à des amis. Et donc, je me suis orienté très très vite vers l'informatique et vers l'EPITA, une fois que j'avais découvert ma vraie passion. D'accord, juste après ton DUT, tu as fait l'EPITA. J'ai fait l'EPITA, exactement. Et après l'EPITA, j'ai fait Dauphine. J'ai commencé par faire affaires internationales au CNAM, le soir, par des cours du soir, juste pour voir si j'aimais, etc., pour confirmer. Et j'ai fait ça. Et après, je suis rentré à Dauphine. D'accord, donc on voit le cheminement, tu commences à t'intéresser par tes lectures sur la Chine. Ensuite, à l'EPITA, t'en profites, il n'y avait peut-être pas de prof de chinois, mais un prof de japonais. Exactement. Exactement. Et bon, quand même, ça te rapproche un petit peu des caractères et tout ça. Et donc, c'est ça qui te fait mûrir ton idée. Et quand tu postules pour Dauphine, tu as déjà ça en tête. Oui, j'ai même postulé à Dauphine parce qu'à l'époque, il y avait, quand on faisait affaires internationales, on pouvait faire aussi des cours de chinois avec l'INALCO, qui était à l'époque dans les mêmes locaux. D'accord. L'INALCO chinois était dans les locaux de Dauphine. Il se trouve qu'à la rentrée en septembre, ils ont arrêté ce partenariat, donc j'ai pas pu le faire. Mais quand j'ai postulé, c'était vraiment ça c'était un des éléments qui m'intéressait vraiment par rapport à d'autres masters d'affaires internationales. Voilà. D'accord. Alors, il faut aussi que tu nous racontes, enfin, si tu le veux bien, mais je trouve que tu m'avais raconté ça une fois et j'ai trouvé ça. Ensuite, la première fois que tu as postulé en Chine, c'est toute une histoire qui montre bien la capacité de volonté que tu as. Alors déjà, la première fois que j'ai postulé pour un poste en Asie, j'ai été recruté pour un poste en Asie en VIA, pour le ministère des Affaires volontaire international, ministère des Finances. Et je devais être basé en Asie du Sud-Est. Et 2 semaines avant mon départ, après avoir fait ma fête de départ avec des chapeaux pointus chinois, etc., ils m'ont réorienté vers l'Autriche et Vienne. Voilà. Donc j'ai pas eu le choix. Et on m'a dit non, mais en fait, on t'a changé ton poste, c'est direction l'Autriche. Donc j'ai été en Autriche d'abord, alors que j'avais postulé pour l'Asie. Voilà. Mais finalement, j'ai repostulé en Chine. Quand j'ai vu qu'il y avait eu un poste à l'ambassade, et effectivement j'ai été rejeté au moins une quinzaine de fois. J'ai pas arrêté de postuler au même poste et d'être rejeté de ce poste-là parce que en fait ils disaient on peut pas recruter quelqu'un qui est pas sur place. C'était un poste de contrat local. Et finalement j'ai réussi à avoir l'entretien, et en fait l'entretien s'est très bien passé. C'était avec un monsieur qui s'appelle Rémi Bernard Moulin qui m'a recruté, qui est devenu un ami depuis. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu venir. Mais effectivement, j'ai beaucoup insisté, et je me rappelle même avoir abandonné, et j'ai eu un coup de fil avec ma mère. Elle m'a dit alors comment ça s'est passé. Elle savait que j'avais postulé, et je lui ai dit bah là ils m'ont dit non 14 ou 15 fois, donc je pense que j'arrête. Et sa réponse m'a fait continuer. Elle m'a dit le non tu l'as déjà, donc tout ce que tu risques maintenant à insister plus, c'est le oui. D'accord. Donc il y a un ADN aussi. Donc il y a un ADN. Non, parce que voilà, c'est pour ça que moi j'aime bien aussi, je trouve ça sympa que tu racontes cette histoire, parce que souvent il y en a d'autres qui sont à ta place et qui vont se dire qu'ils vont abandonner parce que. Oui, j'avais abandonné. J'avais abandonné, et c'est cette phrase de ma mère qui m'a fait. Et j'ai réessayé une seule fois et ça a été la bonne. Voilà. Donc j'ai failli abandonner à un pas de la réussite pour le boulot. Et donc maintenant, évidemment, ça... Et en plus, si tu veux bien qu'on raconte ce détail, en fait, ce que tu as réussi à obtenir au début, c'est juste un rendez-vous en ligne, parce qu'ils en avaient marre, parce que tu les harcelais, et donc finalement, ils disent, on va quand même le prendre pour lui dire non gentiment. Exactement. En fait, c'était ça. Exactement. Ils m'ont pris pour me dire non gentiment, mais il se trouve que j'avais plein de points communs avec mon interlocuteur. On était tous les deux passionnés de Chine, tous les deux passionnés d'informatique, et tous les deux passionnés de photographie. Et donc l'entretien il a duré 2 heures en fait, et voilà. Donc disons-le donc à nos spectateurs et à nos auditeurs, vous voulez vraiment quelque chose en termes professionnels. Oui, bien sûr. Eh bien, en fait, faut toujours. Faut insister. Faut toujours insister jusqu'à avoir. C'est ça, parce que finalement, dans le travail, et tu vas nous raconter aussi ton expérience de patron, c'est ça. C'est ce que tu m'as toujours dit. Le nœud essentiel, c'est quand même le rapport humain. Pour n'importe quoi. Donc, on vous dit non, mais si
Au cours de l'entretien, pour vous dire non, on se dit ah ben finalement ça le courant passe très bien. Est-ce que je ne ferai pas une exception? Donc il faut toujours au moins avoir cette possibilité d'établir un contact humain pour voir si ça se passe bien. Ouais, et l'histoire est encore plus compliquée parce que je suis rentré faire mon visa et en fait le boss de l'époque s'est rendu compte qu'il recrutait quelqu'un qui n'était pas sur place en contrat local, ce qui était illégal. Et donc ils m'ont écrit, alors que j'avais abandonné mon VIE pour prendre ce poste, on a le droit, une fois qu'on a un emploi, et ben ils m'ont écrit pour me dire non. Et du coup, après ce premier oui, après m'avoir envoyé une lettre d'embauche, en fait, une confirmation d'embauche, ils m'ont réécrit en disant non, mais en fait, on peut pas. Et je leur ai dit bah oui, mais là j'ai démissionné, j'ai quitté l'Autriche, je suis en France pour préparer mon visa. Et ça s'est passé entre de toute façon, ça va être soit les prud'hommes, soit on le prend et peut-être qu'il n'est pas si idiot et qu'il va pas nous attaquer en justice, voilà. Et donc c'était vraiment ça. Et finalement la personne, parce que le monsieur qui m'a recruté a été remplacé et finalement je me suis bien entendu aussi avec sa remplaçante qui est aussi devenue une amie. Et du coup, voilà, finalement ils m'ont dit bon on va te faire le visa, mais fais pas le con, voilà. Donc, grâce à ça, tu débarques à Pékin. Je débarque à Pékin, ce qui était à l'ambassade, ce qui était vraiment génial parce que c'est vraiment le meilleur endroit pour débarquer dans n'importe quel pays. C'est avec un boulot, avec des gens qui sont francophones, etc. Donc, en 2007, c'était ça? En 2005 ou 2006. 2005 ou 2006. Ouais. Donc voilà, c'était génial. J'ai passé un temps incroyable. Enfin, c'était vraiment génial les années à l'ambassade. Et c'était ta première fois en Asie? C'était ma première fois en Asie, oui. Alors, quelle est donc J'ai déménagé sans avoir jamais visité. C'était super. Alors, ça m'intéresse aussi, comme tu sais, de recueillir les premières impressions. Est-ce que tu étais émerveillé? Est-ce que tu étais déçu? Est-ce que c'était ce que tu pensais? Est-ce que c'était... Alors, j'étais très content et ça collait exactement à ce que j'imaginais que ce serait. Donc en fait, j'avais vu tellement de documentaires, j'avais lu tellement de livres, la presse, etc., qu'au final, je n'en avais ni une image trop parfaite, ni trop dégradée. C'était vraiment... ma première impression, ma première semaine, je me suis dit, tiens, tu t'es pas planté, parce que souvent, quand on se fait une image d'un pays, et après, il faut recalibrer quand on arrive. Et là, j'ai pas eu beaucoup de recalibrage à faire. C'était bien le boom économique qui était prévu. C'était bien le modernisme absolu d'un côté et on fait 10 km et on recule de 30 ans de l'autre côté, etc. Il y avait bien les routons qui étaient en train d'être détruits pour construire des immeubles en verre pour accueillir les bureaux. Tout ça était vrai. La seule chose qui m'a... Oui, non, il y a un truc qui était vraiment surprenant, c'est la vitesse. On s'imagine pas ce que c'est la vitesse de la Chine. On ne comprend pas ce que c'est que la vitesse de la Chine sans avoir vécu en Chine. Voilà, parce qu'il n'y a aucun autre pays qui va aussi vite et ça paraît presque irréel ou impossible. Et ça, c'est un petit peu l'enveloppe extérieure. Effectivement, comme toi, tu es un gros bosseur et en plus, on le voit, et c'est le fil rouge aussi de cet entretien, tu aimes bien beaucoup préparer les choses. Hein. Donc, sauf cet entretien. Sauf l'entretien, mais parce qu'en fait, on se connaît depuis tellement longtemps qu'on l'a préparé plus longtemps aussi, d'une certaine manière. Voilà, on va dire ça. On peut dire ça. On va s'excuser comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ton côté, je prépare, j'essaye de laisser le hasard faire que des bonnes choses, mais pas des mauvaises. Voilà. Mais tu aurais pu aussi, ou peut-être que tu as eu, mais les choses un petit peu plus subjectives, t'entendre ou pas avec les Chinois, la nourriture chinoise, le ductus en fait. Hein. Alors en fait, le plus important, c'est qu'on a une image globale et quand on arrive, on commence à voir le détail en fait. On a une image un peu floue. C'est comme si on disait les Français ou les Américains, voilà. On a tous les stéréotypes. Et puis finalement, les Américains, entre quelqu'un du Midwest et quelqu'un de la Californie, quelqu'un de New York et quelqu'un de Floride, ça va être très très différent. Et ben la Chine, c'est pareil. Donc je faisais aucune différence entre les Chinois du Nord et les Chinois du Sud. C'est normal. Je suis arrivé. Maintenant, je sais bien faire la différence entre le Nord et le Sud pour tout, pour la cuisine, pour le comportement, pour les relations sociales. Évidemment, il y a plein de dichotomies en Chine. Il y a plein de frontières géographiques ou autres. Et donc il y a Est-Ouest en Chine, évidemment, l'Est qui est en bord de mer et qui est très développé, qui n'a rien à envier à l'Occident. Et puis plus on recule dans le centre du pays,
plus on va un peu en arrière. Ce qui est moins le cas, ce qui est moins vrai aujourd'hui parce que le gouvernement pousse le développement vers l'intérieur des terres. Mais c'était encore le cas à ce moment-là, il y avait une grosse disparité à ce moment-là. Quand j'arrive à Pékin, il y a 3 lignes de métro. Ouais. Donc là, il y en a une vingtaine. Et il y avait que 3 ou 4 villes qui avaient un métro. Et maintenant, il y a plus d'une 50aine de villes avec métro. Donc c'est plus du tout la même Chine aussi. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que tu... aussi, pareil, tu n'avais jamais encore commencé à apprendre le chinois. C'est entré dans ta préparation ou pas? Oui, j'ai commencé à apprendre le chinois et j'ai découvert en arrivant que je ne le parlais pas du tout. Comme tout le monde, alors ça c'est vraiment une constante de... Je pensais que je le parlais avant de partir. Oui, parce que tu avais fait combien de temps de chinois avant de partir? J'apprenais tout seul et donc je l'avais fait pour l'espagnol et ça avait très bien marché d'apprendre tout seul. Et donc je l'ai fait pour le chinois avec la même méthode, 40 leçons pour apprendre le chinois et une méthode qui s'appelle Pimsleur. Et donc je pensais avoir atteint un certain niveau et évidemment... Tu as fait 40 leçons tout seul, c'est ça? J'avais fait le bouquin qui s'appelle 40 leçons pour apprendre le chinois et une autre méthode que j'ai fait entièrement et j'ai appris tout le vocabulaire, etc. Et j'avais fait une autre méthode qui s'appelle Pimsleur que je recommande pour démarrer parce que c'est que à l'audio. Et donc, je pensais pouvoir me débrouiller. Et je pense que mes progrès en 2 semaines en Chine ont dépassé les 3 ans de préparation tout seul. Mais peut-être quand même que cette base ça te permettait de lire certains caractères. Oui, ça donne sans doute une base, mais de ne pas pouvoir rentrer chez soi si on ne parle pas assez bien, ça pousse. C'est très motivant. Ou de pas pouvoir manger. J'ai pris un petit déj, j'ai commandé des tripes. Enfin, ils m'ont servi des tripes. Je pensais pas avoir commandé des tripes, mais ils m'ont servi des tripes au petit déj. Voilà. Donc j'ai très vite appris à faire des différences de ton, etc. Il y avait, c'était quoi? C'était la soupe et le sucre, et du coup, voilà. Il y a plein de choses où très vite on est obligé de s'adapter pour survivre en fait. Voilà. Bon, quoique, on connaît tous des gens qui parlent juste anglais en Chine, etc. Donc il y a quelque chose en plus. Vrai, il y a quelque chose en plus, mais que toi tu avais envie d'apprendre. Oui, j'avais envie d'apprendre les caractères, j'avais envie de lire les caractères. C'est toujours un truc que je continue de faire. Je suis à 3500, 4000 caractères. On te dit au départ qu'à 3500, tu arrives à lire le journal. J'en connais plus de 3500 aujourd'hui, je peux pas couramment lire le journal, donc c'était un mensonge, c'est juste pour te motiver à démarrer. Oui. Il en faut, maintenant que j'ai une meilleure connaissance de la langue, j'estime qu'il faudrait à peu près le double de connaissances, donc il faut 5-6 000 caractères pour vraiment lire le journal. Oui, alors, le journal, comme tu sais, c'était quand on s'est connus, c'est mon emploi à l'ambassade, et en plus il y a un vocabulaire qui est extrêmement spécifique. Alors moi je parle pas du parti, je parle vraiment, je regarde des articles de tech ou des choses comme ça, parce que si en plus je dois apprendre le vocabulaire politique, le Jean-Mi Jepol, le conseiller du peuple, il a son propre lexique. Exactement. Non, c'est pas ça que j'essaye juste de pouvoir lire un roman au hasard, que je peux prendre dans une bibliothèque au hasard. Donc je regarde des séries et je lis des trucs à l'eau de rose, très faciles. Oui, ça c'est une bonne idée. Les romans à l'eau de rose ou les romans un peu policiers, c'est pas trop Exactement. C'est vers ça que je tends. Et en général, ça va. Il faut pas trop de poésie. Dès qu'on va vers la poésie en chinois, ce qu'ils ont tendance à faire assez facilement, là je commence à être perdu. Donc il faut que je revienne vers soit des articles tech, soit des romans ou des séries faciles à comprendre. Donc, comme tu disais, en même temps, tu as fait tous les efforts possibles, tu as réussi pour travailler donc à l'ambassade de France en Chine, qui, comme tu dis, tu trouvais aussi que c'était un environnement idéal parce que ça combinait le fait, la possibilité de te donner un visa, un emploi relativement. Ça prend combien de temps? C'était un contrat de... C'était des contrats de 1 an, mais en gros c'était indéterminé. Donc j'aurais pu y passer 10 ans. Donc c'était relativement stable. C'était relativement stable. Le début, oui, exactement. Et tu avais quand même un environnement de personnes francophones autour, donc ils pouvaient t'aider à t'immerger un peu plus vite. Exactement. Et puis il y avait des staffs vraiment sympas. Voilà, chinois ou français, il y avait vraiment des gens intéressés et intéressants. Et du coup, j'ai été super bien accueilli et j'ai adoré travailler avec mes collègues. Et ces années-là étaient intenses aussi en termes d'échanges culturels entre la France et la Chine. Donc en travaillant en ambassade, on est un peu au cœur de ça. Et donc c'était vraiment, vraiment génial. Mais c'est ce que je regrette le plus de mon travail, c'est l'exposition. C'est l'exposition à la culture et aux échanges culturels. En ambassade, c'est vraiment exceptionnel. Oui, notamment
Pékin, parce qu'il y avait... Et encore plus à Pékin, ouais, il y évidemment. avait toutes ces années croisées, Exactement. Chine, etc. Exactement. Surtout au début, à l'époque, les relations étaient particulièrement bonnes et nourries. Elles étaient très bonnes, il y avait plein d'échanges, et il y a eu les JO en 2008, et ça c'était encore exceptionnel. Donc j'ai pu travailler pour les JO, détaché de l'ambassade, j'ai travaillé pour les JO, et pareil, c'était une expérience inoubliable. Alors, tu te plais, tu trouves ça super, Ouais. mais est-ce que dès le début, tu es encore dans cette idée construite, je fais ça quelques années et après je monte ma boîte. Est-ce que tu pensais ça déjà à ce moment-là? Oui, je pensais déjà ça, je pensais déjà à monter ma boîte. Et tu te disais, alors, quels étaient tes critères? Je reste combien de temps? Qu'est-ce que je dois apprendre? Alors je pensais pas que ça allait marcher, et donc on s'était mis d'accord, on était plusieurs cofondateurs, on s'est mis d'accord, on s'est dit on essaye en septembre, et puis si à Noël ça marche pas, en janvier je suis en France en train de chercher un boulot à la Défense comme tout le monde. Et en fait ça a marché. Oui, mais combien de temps après que tu aies commencé à travailler? C'est à partir de quel moment? Ah oui, c'est après les JO. Donc je suis parti après les JO. 3 ans après 3 ans de... Ouais, entre 2 et 3 ans. Entre 2 et 3 ans. Donc j'avais déjà une connaissance du terrain, du pays. J'avais un réseau social important à Pékin. Donc voilà, je me suis... Oui, donc quand même, voilà, t'as été rapide, tu dis, voilà, 2 ans, ça devrait me suffire pour comprendre un petit peu le pays et je me lance. Ouais, exactement, ouais. Alors, il y a une chose aussi qui est très intéressante dans ton parcours, mais qui est, à mon avis, commune à tous les entrepreneurs, mais souvent les gens de l'extérieur ne le voient pas. Tu l'as fait aussi avec des amis. C'est-à-dire que toi, ouais. tu es beaucoup dans... tu es un moteur. Tu es toujours un moteur. Et en même temps, je suis toujours un des moteurs, en tout cas. Tu es toujours un des moteurs, et en même temps, tu fonctionnes toujours en... Comment dire? Avec plusieurs amitié et talent autour de toi. Oui, je sais qu'on conseille souvent aux entrepreneurs de ne pas tout mélanger. Moi, je fais exactement le contraire parce qu'il y a le risque d'avoir une boîte successful, d'y passer plusieurs années et passer plusieurs années à travailler avec des gens qu'on n'aime pas. C'est vraiment du temps de vie perdu pour moi. Donc, je préfère prendre le risque de perdre des amis, mais si tout se déroule selon mon plan, c'est-à-dire que ça se passe bien, eh ben, c'est vraiment plus intéressant de monter une boîte avec des amis, quoi, parce que on s'adore, on s'aime, on partage les difficultés, comme on se connaît, peut-être qu'on on a l'habitude de se parler, donc on sait quand on n'est pas content, quand on est content. Enfin, il y a moins peut-être à converger. Je pense en plus que effectivement, ça augmente la probabilité de succès, parce que je n'ai monté des boîtes qu'avec des gens que je connaissais avant, et du coup, on découvre rarement la personne après. Je connaissais bien avant, et donc on savait très bien à quoi s'attendre. On connaissait les défauts, les qualités des uns des autres, et donc on savait déjà fonctionner ensemble. Donc là, on est en septembre 2008, c'est ça? Mais je le fais pas parce que ça augmente la probabilité de succès. Je le fais parce que vraiment, ça fait plaisir, vraiment parce que à la fin de la vie, on meurt, et que passer beaucoup de temps avec des gens qu'on n'aime pas, c'est vraiment dommage. C'est vraiment du temps gâché. Donc je préfère le passer à faire quelque chose que j'aime, l'entrepreneuriat, avec des gens que j'aime. Voilà. Donc comme ça, c'est vraiment bien. Et donc, on est en septembre 2008, c'est ça? Oui, septembre 2008, donc juste après les JO. En fait, j'ai travaillé un peu en tant que... J'ai fait une mission en photographe. J'hésitais entre être entrepreneur ou photographe. Oui, alors, il faut dire aussi, Hassan a tellement de cordes à son arc. Alors, tu m'avais dit qu'à un moment que tu avais abandonné la photographie parce que c'était une passion qui était tellement dévorante. Exactement. Donc, au moment où je lance avec mes amis, on lance la première boîte, je mets tous mes appareils, tout mon matériel, tous mes filtres, tout ce que j'ai dans une boîte que je n'ai pas réouverte depuis. Je l'ai toujours. Donc j'ai dû la fermer en 2008 et je ne l'ai pas ouverte depuis 2008. Elle a déménagé avec moi à chaque fois, mais c'est une boîte en plastique fermée avec tout mon matériel. Peut-être qu'un jour il vaudra de l'or parce que ce sera du vieux matériel qui sera difficile à trouver. Mais ouais, je peux pas faire la photo à moitié. Je peux pas faire à moitié en réalité. Si, il y a plein de choses que je peux faire à moitié. Je peux regarder Netflix. Oui, ça, d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas prompt à l'excès. C'est juste que si c'est ma carrière et que c'est ma passion, je vais y passer beaucoup d'heures pour être successful, etc. Donc, j'aime vraiment beaucoup la photo et j'aime vraiment beaucoup l'entrepreneuriat et j'ai choisi. Donc, je rigole souvent. J'ai des amis photographes et je ris souvent en disant que je vis ma passion de la photographie à travers eux par procuration. Je pense pas que ce soit un hasard que j'ai des amis photographes. Voilà. Oui, je vois. Mais donc, alors, tu décides après avoir été brièvement photographe, avant septembre 2008. Exactement. Vous êtes combien?
À lancer la boîte, on est 3. Vous êtes 3, Ouais. dont alors il y a aussi un autre collègue Exact. de l'ambassade. Hein. Donc il y avait Eric qui était mon collègue et que j'avais connu en Autriche, déjà, à Vienne, ouais. et qui est venu en vacances chez moi, et puis finalement on l'a embauché à l'ambassade aussi. Et Ouais, puis, voilà. d'accord. Voilà. Et quel est le concept de la boîte? Ça a beaucoup bougé. Hein. Non mais juste pour parler du début, justement. Ok, c'était une boîte de développement web, et en fait on était spécialisé en SEO, donc Search Engine Optimization, référencement sur Internet, et il y avait très peu de boîtes qui le faisaient, et il y avait quasi aucune boîte qui le faisait sur Baidu, qui est le moteur de recherche chinois. Voilà. Et donc ça c'était une réflexion que vous avez eue. En fait, ça s'est passé comment? Vous vouliez tous monter une boîte, vous avez réfléchi, qu'est-ce qui va marcher? Ah, et tiens, et si on faisait du développement web, du SEO? Alors non, ça s'est pas fait comme ça. On m'a demandé, il y a des gens qui m'ont demandé un site web, puis 2, puis 3, et voilà. Donc ça s'est fait par l'appel, naturellement par l'appel du marché en fait. Par l'appel du marché, parce que tu étais compétent là-dedans. Exactement. Voilà. Voilà. On m'a demandé un premier site, puis un deuxième, et puis on s'est dit il y a peut-être un business à faire, et voilà. Donc et vous montez, parce que quand on monte une boîte, je dis ça pour ceux qui débutent ici, il y a aussi souvent les gens sont un petit peu arrêtés parce qu'il y a la question qui est la plus importante, hein, qui est du business et du marché, mais il y a aussi la question juridique, notamment quand on est en Chine, à l'étranger. Alors là, il faut pas me demander ce qu'on a fait parce qu'on n'a pas forcément fait ce qu'il fallait. Non, mais oui. Donc c'est pas la même question. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que nous avons fait? Il y aurait deux réponses différentes. Mais oui, on a monté une WOFI. Donc tout le monde nous disait c'est impossible de monter une boîte sans un Chinois qui a 50%. Et en fait, on s'est dit ok, on va voir quand est-ce qu'on va être bloqué. On n'a jamais été bloqué en fait. C'était tout à fait possible de monter une boîte en étant. Il y avait que certains secteurs, certains types de boîtes qui étaient interdites aux étrangers, mais donc, en fait. WOFI, tu peux rappeler ce que c'est? WOFI, c'est Wholly Owned Foreign Enterprise, donc c'est une entreprise dont les parts. Complètement étranger. Dans les parts sont tenues par des étrangers. Donc capitaux c'est encore autre chose, mais les parts sociales sont tenues à majorité par des étrangers. À majorité. Ouais, exactement. Ou entièrement. Non, à plus de 51%. À plus de 51%. À plus de 50% du coup par des étrangers. Plus de 51% jusqu'à 100%. Jusqu'à 100%, oui, exactement. Donc vous lancez et on se lance et ça marche. Et ça marche. Et du coup on apprend à comment gérer une boîte, comment faire grossir une boîte, comment voilà. Donc on est des débutants et on apprend. J'ai plein d'entrepreneurs qui m'ont enseigné en le voulant ou pas. Soit je les ai vus faire et j'ai appris d'eux, soit il y en a qui m'ont carrément coaché, des gens qui l'avaient fait avant nous et qui m'ont appris à comment gérer une boîte, comment on fait grandir une boîte, etc. Voilà. Alors comme beaucoup d'entrepreneurs français qui se sont lancés en Chine dans ces années-là, en informatique notamment, votre cible au début, même peut-être toujours, c'est les entreprises étrangères en Chine. Exactement. Donc on faisait le pont entre les entreprises européennes, américaines et la Chine, quoi. Et c'était une niche, mais c'est une très grosse niche qui fait qu'on était déjà de nombreuses boîtes là-dedans et Vous aviez combien de clients? Vous avez réussi au début, vous avez commencé avec combien et puis vous avez commencé? On a commencé avec un premier, un deuxième, un troisième. Notre première cliente, elle s'appelle Edith Coron, je lui passe le bonjour. Que tu connais bien, j'en doute pas. Et on n'avait même pas fait notre site web et elle avait demandé à nous voir et on est allé la voir et je lui ai dit je suis désolé, on vient de se lancer, on n'a même pas de site web. Et j'oublierai jamais sa réponse. Elle m'a dit mais moi je cherche pas votre site web, je cherche à ce que vous fassiez le mien. Est-ce que vous sauriez me faire le mien? Ce à quoi on a répondu oui, bien sûr, on sait faire des sites web, on peut faire le vôtre. Et elle nous a répondu faites le mien avant de faire le vôtre. Voilà. C'est ce que vous avez fait. Et c'est ce qu'on a fait. C'était notre première cliente et voilà. Et donc en tout, vous en avez eu combien de clients? Des centaines, je sais pas. Des centaines. Ah oui, donc vraiment des centaines. Oui, au total, oui. En fait, c'est pas tellement le nombre qui est important, c'est que le ticket moyen était de plus en plus important. On est parti des particuliers, puis c'était des entreprises, des PME, puis c'était des plus grosses boîtes. Voilà, on a fait ce qu'on appelle une remontée de la chaîne de valeur. Voilà. Vous avez fait ça combien de temps? Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Ouais, on a vendu la boîte en 2014. Alors, ça marchait bien, pourquoi tu l'as vendu? Pourquoi vous l'avez vendu? On pensait, en fait, on l'a pas vendu, on a fait vente plus injection de capitaux pour croître plus vite.
Et on voulait avoir une injection de capital pour croître plus vite. Finalement, ça s'est pas exactement passé comme on espérait tous. Mais voilà. C'est comme ça que c'est terminé pour nous, en tout cas. Mais alors, qu'est-ce que tu as fait après? Après, j'ai ouvert avec des amis, en fait, on a ouvert un restaurant à Pékin. Ça, c'est le hasard, parce que Au steak, c'était ça? C'était au steak, donc celui qui était le vrai porteur de projet, c'était mon coloc. Donc voilà, on est quelques-uns à l'avoir suivi dans ce projet. Et j'ai pris du temps off, j'ai arrêté de travailler, j'ai fait quelques diplômes en ligne, je fais des cours en ligne d'informatique pour me remettre à jour sur deux, trois choses. J'ai voyagé un peu. Et en voyageant, j'avais découvert déjà Hong Kong. Et donc je m'étais dit, tiens, j'irais bien à Hong Kong. D'accord. Oui, donc tu te formes. Donc je me forme et puis. Tu ouvres ce restaurant avec des amis. Voilà. Qu'est-ce que tu faisais dans la structure? Rien, on aidait j'ai fait le menu des cocktails. En fait, on a été très important sur la communication et le marketing autour de. On avait tous un réseau en fait important à Pékin. On était tous des habitants de Pékin de entre guillemets longue date. Et du coup, on a fait venir les gens en fait. Voilà, c'était ça faire en sorte que tout le monde connaisse. Et en fait, le resto a très bien tourné. Il était vraiment rapport qualité-prix vraiment très bon. Et du coup, ça a marché. Voilà. Pendant combien de temps tu fais ça? Il tourne encore. Il tourne encore, mais toi, t'es encore partenaire? Non, ouais. Je suis encore partenaire, mais je suis parti, j'ai quitté Pékin en 2015. Voilà. Donc, j'ai été recruté en tant que CTO d'une boîte ici, à Hong Kong. En fait, une chasseuse de tête m'a appelé pour lui conseiller des candidats, ce que j'avais pour habitude de faire, lui envoyer des CV. Et là, elle m'a dit que le poste était à Hong Kong. J'ai dit, c'est moi le CV dans ce cas-là. Parce que tu avais déjà dans l'idée... Exactement. En fait, j'avais découvert, grâce à des amis qui habitaient ici, Hong Kong. Et j'étais venu, et notamment, j'avais été pour la première fois sur les plages de Hong Kong. Et je ne savais pas du tout que Hong Kong avait tout ce côté sauvage. Et j'ai découvert le côté plage et forêt et incroyable quoi, de Hong Kong. Pas juste les tours qu'on voit partout, les tours de boulot et de bureau. Et du coup, le climat, il est incroyable. On est encore en Chine. Voilà, il y avait c'est un centre international. Oui, tu aimais beaucoup Pékin, mais tu es complètement tombé amoureux de Hong Kong, j'ai l'impression. J'aime beaucoup Pékin, mais j'y ai passé 10 ans. Et donc, je voulais changer et surtout, je déteste l'hiver. C'est ça, c'est ce que tu m'avais raconté. Donc, il y a quand même un tropisme climatique. Oui, il y a un tropisme climatique et du coup, j'aime beaucoup la mer aussi. Donc, toute activité nautique. Je fais de la plongée, de la voile, etc. Et du coup, Hong Kong avait tous les avantages quasiment, quoi. Le climat, la mer, la connexion avec la Chine, mais aussi la connexion avec le reste du monde, etc. Et en plus, bon voilà, tu avais passé 10 ans à Pékin, tu avais déjà à ce moment-là l'idée que tu allais rester en Asie, si tu pouvais. Oui, exactement. Oui. Et donc Hong Kong te donnait cette possibilité avec une nouvelle expérience. Alors Hong Kong a l'avantage d'avoir ce qu'on appelle le PR, qui est Permanent Resident, et il y a très peu de pays qui l'ont en Asie. Et Hong Kong, en plus, il y a des critères très clairs. Et si on rentre dans les critères, on l'a, alors que d'autres endroits, par exemple Singapour, les critères sont pas clairs et il y en a qui sont acceptés, il y en a qui sont refusés et ils ne savent jamais pourquoi ils sont acceptés ou refusés. Alors qu'à Hong Kong, si tu veux être résident permanent, il y a des cases à remplir. C'est très facile, c'est 7 ans. Tu restes 7 ans voilà, avec tu restes un 7 boulot. ans. Tu restes 7 ans avec un boulot. Enfin, c'est très difficile de rester sans boulot parce que c'est une ville très chère et en plus, il faut un visa. Donc, c'est les 7 ans de visa. On ne peut pas rester sans visa. Donc, souvent, le boulot, c'est avec le visa, c'est avec le boulot. Mais du coup, familial aussi, si t'étais... Exact. Non, mais ça marche aussi. Donc, si c'est familial, ça marche aussi. Donc, on peut rester 7 ans avec son époux ou son épouse et ça marcherait. Ou en tant qu'enfant, et voilà. Ou en tant qu'enfant et ça marcherait aussi. Donc, en fait, le vrai critère, c'est les 7 ans. C'est pas de comment on a passé les 7 ans, c'est le vrai critère, c'est 7 ans, habiter légalement pendant 7 ans, peu importe le type de visa. Et là, tu obtiens un statut de résident permanent qui est valable ad vitam. Exactement. Ah oui. Qui est valable ad vitam aeternam et qui est encore plus intéressant aujourd'hui que quand j'ai déménagé ici, puisqu'il donne l'accès à la carte retour à la maison, là, le return home, qui permet d'aller en Chine aussi.
Voilà, donc on a une carte de résident permanent ici, on a une carte qui nous permet d'aller en Chine pour 180 jours, je crois, et de faire du business et qui a plein d'avantages. Et tu le savais dès ce moment-là? Elle n'existait pas, donc je ne le savais pas. Ouais, c'est une carte qui existe que depuis récemment 2 ou 3 ans. D'accord. Donc j'étais venu aussi parmi tous les critères, il y avait ce critère-là, et le critère s'est encore amélioré avec la carte pour aller en Chine du coup. Alors, en fait, j'avais une théorie, je te donne ma théorie. Ma thèse, c'était qu'Hong Kong, ce serait très difficile de la laisser très séparée très longtemps du mainland. Oui, voilà. C'est ce que tu m'avais déjà raconté. Donc quand même si cette mesure n'était pas là, tu l'avais presque anticipé. Exactement. Donc ma théorie, c'est que les pillards, à un moment donné, s'il n'y a plus de frontières entre Hong Kong et Shenzhen, entre Hong Kong et la Chine, qu'est-ce qu'on fait des résidents permanents? Et donc il y a 2 options, les virer, ou dire, bon, bah, si vous êtes pillard, finalement, vous pouvez aussi vous balader dans le reste de la Chine. Et connaissant les Chinois, je pariais sur le fait qu'ils prennent la deuxième option parce que c'est moins de troubles, mieux pour l'harmonie, et puis ça change rien du tout. Ils sont pas à 100 000 personnes près en Chine, c'est moins compliqué à gérer. C'est une goutte d'eau, c'est pas compliqué, c'est moins compliqué à gérer, il n'y a pas de mauvaise presse. Il y avait plein de raisons pour que ça se passe comme ça. C'était pas à 100%, mais j'avais parié sur le fait que ça se passerait plutôt bien pour les pillards. Et qui pourrait aller en Chine en fait. De manière générale, ce qui est assez fascinant chez toi, c'est que tu fais souvent des paris. Je fais des paris tout le temps. Tu les gagnes souvent. Est-ce qu'il y a des paris que j'en perds plein. J'en perds plein. Je perds plein de paris. J'ai failli perdre celui avec BistroChat parce qu'on s'est quand même pris les protestes à Hong Kong que j'ai pas du tout vu venir, le Covid que j'ai encore moins vu venir et qui a duré 3 ans à Hong Kong. Tout le monde était sorti d'affaires au bout de 2 ans, etc. Nous, ça a mis 1 an de plus. Donc non, il y a des paris que je prends et qui sont très très durs à gagner. Ouais, mais ça c'est vraiment des causes externes qui sont compliquées aussi. Bah, je fais des paris sur des causes externes. Si demain il y a une guerre entre la Chine, je l'espère pas du tout, mais s'il y a une guerre entre la Chine ou une guerre froide intense entre la Chine et les États-Unis et que l'Europe prend en fait et cause pour les États-Unis. Alors on est tous dans la merde. Hein, exactement, je serai embêté. Mon passeport français deviendra un problème pour vivre ici et du coup il faudra que j'aille ailleurs. Donc je fais des paris statistiques, quoi. Je me dis bon bah, si j'ai une probabilité à 70% ou à 75-80% d'avoir la vie que je veux avoir, ouais, j'y vais, quoi. Alors là, on était resté, d'abord, tu étais CTO, donc chef technique. Oui, directeur de l'informatique en fait, d'une boîte qui s'appelait Asia Inspection, qui s'appelle Kima aujourd'hui, qui a changé de nom. Voilà. Et je suis parti en 2018 pour monter BistroChat. Donc tu as fait 3 ans. 3 ans exactement. Tu as fait 3 ans. Là aussi, avec l'idée, ok, je vais lancer une boîte après ou... Non, j'avais pas. J'avais pas d'idée. J'avais juste l'idée de m'installer à Hong Kong, mais je savais pas exactement si j'allais relancer une boîte, donc quoi, etc. Non, c'est venu après. Ouais, mais c'est venu naturellement. Une fois que je suis parti de mon poste, oui. Ah oui, donc tu es d'abord parti de ton poste. Oui, je suis parti de mon poste et je suis entrepreneur, donc voilà. Même dans la boîte, c'était une boîte très entrepreneuriale. Le fondateur était toujours le CEO. L'équipe autour de lui était là depuis quasiment le début. Donc c'était une boîte qui est toujours d'ailleurs sans doute très entrepreneuriale. D'accord. Donc voilà, donc j'étais quand même encore dans un écosystème entrepreneurial, même si c'était pas ma boîte. Et puis j'ai remonté une boîte du coup, BistroChat. Oui, donc tu veux dire que BistroChat, là, bon, ça a été... tu l'as construit, mais tu as réfléchi, donc tu pouvais faire autre chose. J'ai un fichier là sur mon téléphone avec toutes les idées que tu avais. Ouais, non, mais on est à 350 ou 400 idées de boîtes. Voilà, donc j'ai une liste que je continue d'alimenter en idées d'entreprise. Mais évidemment, une entreprise, ça prend 5, 10, 15, 20 ans à construire. Donc il faut choisir parmi toutes ces idées lesquelles on fait, quoi. Donc là, comment ça s'est fait? Ça s'est fait aussi avec des amis? Ça s'est fait avec des amis, comme d'habitude, et ça s'est fait je voulais marier 2 choses. C'était le F&B, la restauration, que j'avais connu à Pékin et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Food and beverage. J'ai vraiment beaucoup aimé le milieu, en fait, les gens qui travaillent dans le milieu, etc. Les chefs, les patrons, j'ai vraiment adoré
ce milieu et l'informatique, qui est ma passion. Et du coup, j'ai associé les deux. Et comme j'avais l'expérience avec Ostec, j'avais vu aussi qu'il y avait des problèmes avec les données, qu'il n'y avait pas de consolidation des données des clients, que quand les gens ils bookaient par chat, il y avait aucun suivi, pas de CRM, pas de... Donc j'avais quand même dans l'idée que l'IA, ce serait ce qui servirait à résoudre plein de problèmes et à consolider tous les canaux de réservation en un seul, ce qui est ce que fait le métier de BistroChat aujourd'hui. Oui. Alors qu'on parlait pas encore beaucoup d'IA, c'est en 2018. C'est en 2018, mais on parlait quand même un peu d'IA dans le milieu informatique. Oui, c'était pas grand public. Ce qui a tout changé, c'est ChatGPT, bien sûr, mais... il n'y avait pas encore l'IA générative comme ça. Non, j'ai eu la chance aussi, j'ai été à une formation d'entrepreneur à Mountain View aux États-Unis, en Californie, organisée par un incubateur qui est très célèbre, qui s'appelle Y Combinator. Et j'ai eu la chance de parler avec Reid Hoffman, qui est le fondateur de LinkedIn, et avec Sam Altman, qui est le fondateur de OpenAI, qui était pas très connu à l'époque, même s'il avait été... Il était très très accessible. C'était vraiment, on devait être, je sais pas, 200 entrepreneurs ou 250 entrepreneurs, quelque chose comme ça. Et il y avait une douzaine d'intervenants. Donc ça restait par petits groupes, on pouvait échanger avec eux, etc. Et donc j'avais quand même dans l'idée que l'IA ce serait. D'ailleurs, la première version de BistroChat est venue avec de l'IA. On utilisait ce qu'on appelle du NLP. Et du coup, il y avait quand même de l'IA en fait, mais c'était pas aussi avancé que l'IA générative aujourd'hui. Du LNP, c'est Natural Language Programming. Voilà, donc on faisait, en fait, on pouvait booker par chat avec BistroChat avant ChatGPT en fait. Oui, c'est-à-dire c'était déjà un moteur qui analysait l'intention sémantique d'une. Exactement. Et qui te mettait un arbre de voilà. Il y a ces mots-là, cette combinaison de mots-là, ça veut dire réservation tout à l'heure à tel endroit. Exactement. Donc ça paraît artisanal aujourd'hui. Oui, vu que les IA comprennent. Ben oui, parce que les IA comprennent le sens en fait. Donc c'est beaucoup mieux. Mais on le faisait déjà depuis le début et ChatGPT a éduqué en fait le monde pour nous. Donc avant je disais avec l'IA on peut faire et maintenant c'est à peine si les chefs d'entreprise, les chefs de restaurant me disent pas pourquoi elle peut pas cuisiner, pourquoi elle peut pas faire le ménage déjà, qu'est-ce que j'attends. Alors qu'avant ils étaient là genre oula ça c'est quoi, je suis pas sûr, est-ce que ça peut vraiment le faire, etc. Alors entre l'idée que tu as de BistroChat et le premier, on va dire, je sais pas, la version bêta qui fonctionne, ça prend combien de temps? Alors elle n'a pas pris très longtemps celle-là. C'est mes deux cofondateurs. Je suis parti en vacances, je suis revenu. Je crois que je suis parti 10 jours. Ils n'ont pas dormi et ils ont donné la V1. Ils avaient codé la V1. Voilà. Quand on choisit bien ses co-founders, ça se passe comme ça. Et ils m'avaient rien dit. Je ne savais même pas qu'ils étaient en train de bosser dessus. J'avais juste quelques dessins sur papier des fonctions, de quelques fonctions basiques de ce que ça devait être, que j'avais partagé avec eux. Ils m'avaient pas dit du tout qu'ils allaient bosser dessus et je suis revenu et ils m'ont donné le téléphone et je pouvais l'utiliser. Donc voilà, c'était magique. Donc ensuite, tout a été du commercial? Du coup, non, c'est le produit, il était totalement merdique. Oui, il y avait rien. C'était une bêta. Preuve de concept, c'est tout. Oui, exactement. Ouais. Donc on a fait le proof of concept et on n'avait même pas le proof of concept, on a fait une V1 qu'on pouvait mettre dans les mains de gens pour qu'ils l'utilisent et qu'ils nous disent oui ou non, qu'est-ce qui manque, etc. Et après on a commencé à développer, à aller voir les restaurants, etc. Alors un produit vendable, vous l'avez eu combien de temps? La première version bêta en 10 jours, mais un produit vendable on a mis plusieurs années. Oui. Alors comment vous avez vécu jusque-là? Alors j'avais de l'investissement. Donc moi j'ai investi et on est plusieurs co-founders à avoir investi dans la boîte et ensuite on a eu l'investissement de l'État hongkongais et ensuite vous avez demandé des aides. On a demandé des aides qu'on a eu. On a eu 60 000 € je crois d'aide de l'État hongkongais, plus des bureaux gratuits pendant 2 ans. Alors avec beaucoup de papiers à faire pour demander ça ou... Très peu, non, c'est génial. C'était vraiment, c'est juste ce qu'il fallait. Je suis pas sûr qu'on serait là si on n'avait pas eu ça en vrai. Donc une grosse aide de l'État hongkongais. Donc une grosse aide de l'État hongkongais qui est venue à point nommé. Et finalement, on a levé $1 million derrière pour continuer à développer. Et maintenant, on est profitable et je sais pas si on fera d'autres levées ou pas, mais
on est en train de croître de manière Oui, profitable. donc quand même, vous avez mis plusieurs années à avoir un produit vendable, n'avez pas été rentable, vous avez vécu des subventions et des investisseurs. Exactement. Et à partir de Et en mangeant pas grand-chose. Et en mangeant pas grand-chose, oui, en étant économe. Exactement. Et à partir de quel moment, donc 2018, à partir de comment vous commencez à vendre votre produit? Déjà, au total, on s'est mis pendant 1 an à Phuket. Donc, on s'est installé à Phuket pour coder, en fait. Parce que ça coûtait moins cher aussi. Ça coûtait moins cher, on vivait dans le même appartement. Donc, voilà, on avait une table, c'était notre bureau. Donc, la communication, on peut pas faire plus rapide. Oui. Et donc, pendant 1 an, on a travaillé sur le produit pour l'améliorer. Et donc, on a travaillé 7 jours sur 7. Avec combien? À 3. 7 jours, donc du lundi au dimanche tout compris, et on travaillait en gros 8-9 heures jusqu'à 18h, 19h. On allait dîner pour avoir un coucher de soleil. On faisait qu'un repas par jour. Donc on faisait juste le dîner. Ce repas par jour. On faisait de l'intermittent fasting en même temps. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais. Mais du coup, ça faisait gagner du temps sur le travail. Okay. Donc on sortait pendant peut-être 2 heures pour dîner. On faisait un bon dîner, gros dîner, et puis voilà. C'est le vrai repas de la journée. C'était le vrai repas de la journée, c'était la vraie pause aussi de la journée. On faisait une pause de 2 heures, 2 heures et demie. Et puis on revenait et on retravaillait jusqu'à à peu près minuit. Donc de 8h30, 9h jusqu'à minuit. Et puis on allait se coucher et on recommençait le lendemain. On a fait ça pendant 1 an. Voilà. Et là aussi c'est intéressant parce que souvent c'est un peu contre-intuitif là-dessus, mais j'ai l'impression que toi c'est une des Donc raisons pour le 996 des Chinois, nous on a fait le 997 à la place. Et sans jamais s'engueuler ou pas, enfin je veux dire c'était. Non, si on s'engueule tout le temps, mais pas de vraies engueulades. Mais on critique en permanence les idées les uns des autres. Mais non, ça il faut pas faire comme ça, etc. Donc je sais pas quel est pas des engueulades, mais pas de crise. Non. Pas de crise, mais des désaccords, on en a 3 par jour. C'est normal. On en a 3 par jour. Voilà. En fait, on est tout le temps, on s'est mis d'accord depuis le début qu'on cherche la meilleure option, la meilleure réponse, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Donc il y a une confrontation des idées permanente. Mais avec une dynamique, avec un respect de l'autre, etc. Et surtout pas de mauvaise foi. C'est-à-dire si quelqu'un vient avec une meilleure idée, j'aurais préféré l'avoir moi-même, mais on s'en fout parce qu'on est notre. Exactement. Ou un meilleur argument, en fait, on est vraiment une méritocratie sur les idées, quoi. Et du coup, ça marche bien. Donc c'est-à-dire on arrive à différencier critiquer les idées et notre relation qui est totalement indépendante de ça. Du coup, on critique nos idées en permanence. Mais ça aussi, j'imagine, quand on dit on travaille beaucoup, quand c'est sur son propre projet, c'est pas pareil que travailler pour un autre. Donc c'est un bon souvenir, j'imagine, cette année passée intense. C'est un très bon souvenir, mais j'ai aussi plaisir à travailler pour d'autres. Hein. Les 3 années où j'étais CTO, c'était aussi un plaisir. Et puis quand j'ai travaillé à l'ambassade, c'était du plaisir. Donc j'ai beaucoup de plaisir tout le temps. Toujours à trouver des plaisirs. Et je travaille toujours beaucoup, quel que soit je travaille pas tellement plus parce que c'est mon projet. Quand je suis salarié, je travaille toujours autant. C'est plutôt, puisque de toute manière, je vais beaucoup travailler, autant que ce soit pour moi. Oui. Mais quand je travaille pour les autres, je travaille aussi beaucoup. L'objectif, c'est de bien faire, c'est de développer, c'est le progrès. Tu as plus de liberté, justement, parce que tu peux pousser dans des sens. Tu as plus de liberté de décision, mais. Et de développement. Oui, mais si tu as un patron qui t'écoute, ça peut marcher aussi. Ouais. Donc, j'ai eu, même très jeune, quand j'étais en alternance, ma première boss, c'était à l'usine de Faurecia à Méru dans l'Oise, et elle était exceptionnelle. C'était en fait ce que j'ai appris le plus d'elle, c'est pas du tout la mécanique, c'est de travailler en mécanique, c'était son management. Elle était incroyable. Alors, tu peux nous expliquer rien, un doigté quoi, comment le leadership, comment on s'impose, comment on devient un leader dans une équipe. Il n'y avait aucun doute sur son leadership, sur son équipe, sachant qu'elle est ingénieure dans un milieu d'hommes. Elle est à la tête de 25 mecs et il n'y a aucun doute sur qui est le leader, c'est elle, et elle le fait pas en criant ou c'est moi, elle le fait juste par ses soft skills et ses compétences, ses hard skills. Donc c'était une excellente ingénieure. Donc il n'y avait pas de doute là-dessus, et en plus elle gérait une équipe comme personne. Donc voilà, pour moi, et ma boss et sa boss qui était aussi une femme.
Donc ma N+1 et ma N+2 étaient toutes les deux des femmes exceptionnelles, et donc j'ai appris d'elles, quoi. J'ai appris de comment on gère une Mais équipe. depuis que je te connais, c'est aussi ce qui me fascine chez toi. Moi, je Ouais. trouve que tu as également ces qualités, ces compétences. Bah, j'espère, ouais, j'y Est-ce que travaille. mais est-ce que tu arrives à les identifier? Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu as des trucs? Est-ce que tu as... J'ai lu une fois, je sais plus où, que comment on sait quand quelqu'un est un leader, en fait on regarde derrière et on voit s'il y a des gens qui le suivent. Et je trouve que la définition est assez Ouais, mais bonne. ça c'est pour identifier. Mais dans toi, on va dire, les qualités chez toi que tu mets en avant pour arriver à ça. Alors il y a une part d'inné, bien sûr, mais est-ce que tu as des techniques? Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que tu as des retours d'expérience? Je pense que la majorité de ce que je sais faire est de l'inconscient, et je pense en avoir en majorité hérité de mon père. D'accord, donc de Voilà. l'inné. Il n'y a rien à faire. Pas de l'inné. Je parle pas de génétique. Oui. Je parle d'avoir hérité de mon père son leadership. Voilà, qui était permanent tout le temps, partout, dans la famille même la famille de ma mère, donc pas sa famille à lui, mais l'autre famille, et évidemment aux différents boulots qu'il a eu, etc. Mais que tu peux analyser ou pas? Parce qu'il était... Je sais pas, je saurais pas analyser. Vraiment, je suis pas la bonne personne pour discuter analytiquement du leadership. Ouais, donc voilà. tu le vis, exactement. Tu le ressens. Je suis comme un joueur de foot qui est très très bon, mais qui serait un très mauvais entraîneur. Ah oui, donc toi, t'es pas capable de donner une recette. Je suis pas capable de donner une recette pour le leadership. Je peux donner des recettes pour l'entrepreneuriat que j'adore, que j'analyse en permanence. J'ai toujours donné des cours d'entrepreneuriat. Là, auprès de la chambre où j'aide les entrepreneurs, il y a plusieurs actions qu'on mène pour aider les entrepreneurs. Donc mon give back numéro 1, c'est aider les autres entrepreneurs, surtout ceux qui débutent, sachant que j'ai aussi beaucoup reçu quand j'ai démarré d'entrepreneurs qui n'avaient pas besoin de mon aide et qui m'ont aidé. Et donc j'aide en passant à la génération d'après. C'est une des choses que tu m'as fait découvrir aussi, parce qu'avant, le milieu de l'entrepreneuriat, quand je le voyais de l'extérieur, il y avait beaucoup d'amis qui voulaient monter des boîtes et qui étaient au contraire, l'idée, oh là, faut surtout pas en parler, tout ça, j'ai l'idée du siècle. Ah oui, ça démarre très mal, ça. Quand t'es au bistrot, parle bas, parce que je veux pas que quelqu'un d'autre me pique l'idée. Et chez beaucoup de personnes, en fait, il y a cette idée-là, il y a cette idée que c'est un monde de requins, que tout le monde... Et moi, ce que j'ai vu, c'est que tous les entrepreneurs qui ont du succès, comme toi, en réalité, il y a énormément d'entraide depuis le début. Et ensuite, quand tu réussis, c'est 2% tu continues aussi à aider ceux qui commencent. L'entrepreneuriat, c'est 2% de stratégie, 2% d'idées, 8% de stratégie et 90% de travail. Et malheureusement, il y a pas mal de relationnel là-dedans. Dans le travail. Je mets tout dans le boulot, quoi. Parce que le relationnel, il faut l'entretenir, il faut le développer un réseau, c'est du boulot. Si tu fais que travailler et que tu n'as pas de relation avec les autres, tu as du mal aussi. Non, ça dépend du type de boîte. Ça, là, vraiment. Après, suivant les entreprises, il va y avoir des choses, mais il y a plein de gens qui développent des boîtes derrière leur ordinateur et qui font des millions, hein. C'est pas obligatoire. Mais ce qu'il y a, c'est que la majorité des entrepreneurs qui débutent, notamment, surévaluent la valeur de l'idée. Ils pensent que l'idée c'est 90%. Il n'est que 2%. Et l'idée c'est rien en fait. Ouais. L'idée c'est rien. Disons-le, voilà. L'idée c'est rien. C'est presque rien. La stratégie c'est important parce qu'il faut quand même aller dans la bonne direction. Exactement. Stratégie, ça te permet juste où est-ce que je mets mes 90% d'efforts. Voilà, c'est les 8% de stratégie qui te permettent de décider où est-ce que tu mets les 90% d'efforts. Et alors, il faut la réévaluer la stratégie parce que en permanence, c'est l'effort qui te permet de réévaluer la stratégie. En fait, si tu fais une stratégie sans travailler, tu es complètement hors sol très vite. Et je parlais avec un ami consultant il y a pas longtemps, je le charriais un peu là-dessus. Je disais, moi je me méfie des gens qui livrent des slides. Voilà. Oui. Si on ne livre pas des résultats, si on n'est pas responsable du livrable, je me méfie un peu. Oui, je suis tout à fait dessus. Parce que les bonnes idées, il y en a vraiment plein, on m'en donne tous les jours et les gens ils pensent que c'est incroyable, mais on a littéralement un mur au bureau avec des post-it avec les idées dessus, mais on est capable d'en produire 3 par trimestre. Et du coup, la vraie question devient sur les 1000 idées, sur les 1001 idées qu'on a, quelles 3 on va faire les 3 prochains mois et voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la réussite, la capacité, c'est un peu ma théorie, de pouvoir faire des erreurs rapidement et de s'en relever rapidement, c'est-à-dire
de pouvoir justement changer de stratégie. Oui, il y a plein Jeff Bezos, il appelle ça le revolving door. Si tu peux te tromper et revenir en arrière, t'as pas besoin de réfléchir très longtemps avant d'essayer. Ouais. Si c'est one way, si c'est juste une direction et que c'est très difficile de revenir en arrière, alors là, effectivement, il faut vraiment réfléchir beaucoup plus. Donc ça dépend des décisions, ça dépend des stratégies. Parfois, ça fait peur, parce que nous, on a changé complètement de business en 2021. Donc la première boîte, en fait, là, elle s'appelle toujours BistroChat, mais on a changé complètement. On était côté client. On avait une app pour les gens, pour réserver, choisir le resto réservé. En fait, on est passé complètement côté restaurant, en fait. Et notre app, c'est une app B2B à 100%. Et on a fait le shift, sans dire qu'on avait fait le shift, mais on a fait un vrai shift à 180 degrés. Oui, mais avec le même produit quand même, c'est juste... Non, pas avec le même produit du coup, oui. avec un autre produit qui s'appelle BistroChat Manager. Donc on avait BistroChat côté client, on a mis toute notre énergie sur BistroChat Manager qui était le côté restaurant. Oui. Et c'est ça notre business aujourd'hui. Oui, mais qui donc... on est resté avec les mêmes clients. Qui est plugué à votre BistroChat. Donc exactement, on travaille toujours pour les restaurants, etc. Mais on a quand même complètement changé notre source de revenus. Avant on regardait qu'est-ce que font les users, où est-ce qu'ils cliquent, combien de temps ils passent. On regarde plus du tout ça, on regarde les restaurateurs, de quoi ils ont besoin, comment on aide à augmenter leur chiffre d'affaires, etc. Donc alors, la croissance de BistroChat, au début vous êtes... elle est plate au début et Aujourd'hui vous avez pas mal vous rayonnez un peu dans toute l'Asie. Au début c'est surtout sur Hong Kong. Pardon. Je reprends. Non. Donc là, on se développe en Asie du Sud-Est. Ouais. On a commencé par Hong Kong et maintenant on se développe en Asie du Sud-Est. Donc Singapour, Thaïlande, Vietnam, Philippines, etc. Et quelles sont les prochaines étapes? Tu te développes un petit peu? Développer l'Asie du Sud-Est, l'Asie en général, l'Asie du Sud-Est en premier, puis l'Asie en général, ce serait ça l'idée. Ouais. Si ça se passe comme on le veut. Tu parles tout le temps de succès, mais en fait le succès, il est toujours c'est pas permanent. Non, voilà, c'est jusqu'à un certain point aujourd'hui. À un moment ça marche, à un moment ça marche moins Exactement, bien. Exactement. Donc je sais que de l'extérieur, on voit successful ou pas, de l'intérieur, on est toujours sur un chemin et qu'il y a presque pas de bout, j'ai envie de dire. C'est une course qui n'a pas de ligne d'arrivée. Donc on peut juste voir où sont les compétiteurs, mais on sait pas combien de temps il nous reste avant la ligne d'arrivée. Et en général, il y en a pas vraiment une, quoi. Oui, c'est ça, il n'y a pas de ligne d'arrivée, en fait, comme tu disais déjà. Exactement. Donc c'est une espèce de course permanente. Donc le succès, c'est... Tu prends du plaisir à faire ce que tu fais. Exactement, ouais. À travailler avec des gens que tu apprécies. Ouais. Et d'essayer d'arriver à un certain nombre d'objectifs qui peuvent changer en fonction de ce que... Je me rappelle, je me suis dit que je voulais que au moins 25% de mes amis soient dans le F&B, quoi. Et c'est le cas aujourd'hui. Et je connaissais personne en arrivant à Hong Kong dans la F&B, et quand on a démarré, je connaissais personne dans la F&B. Et puis voilà. Après plusieurs années de travail, ça a changé. Alors pour un peu conclure, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, tu pourrais, si tu recommençais à 20 ans, avec 20 ans de moins en arrivant en Chine, est-ce que tu pourrais refaire la même chose? Qu'est-ce qui est plus facile ou plus difficile? Je ferais mieux, j'espère. Tu ferais mieux avec les connaissances que j'ai, en sachant où va le monde aussi. Mais quelqu'un qui arriverait maintenant. Je me lancerai, j'ouvrirai une usine en 2019 qui fabrique des masques. Mais évidemment, non, ce que je veux dire maintenant. Quelqu'un qui arrive maintenant, En fait, il y a toujours des opportunités. Et quand il y en a pas, c'est pas qu'il y en a pas, c'est que on a un manque de créativité. Voilà, ça c'est ma théorie de base. À chaque fois que je vois pas de solution, je me dis pas il y a pas de solution. Je me dis rappelle-toi, il y a une solution. J'ai une espèce de théorie où si on me donnait 1 million de fois ou une infinité de fois de pouvoir recommencer, je trouverai la bonne stratégie et la bonne technique. Oui. Okay. C'est le thème du film Un jour sans fin. Je sais pas Exactement, oui, je l'ai vu. Donc voilà, si je pouvais revenir en arrière et changer ma stratégie, je finirais bien par trouver une qui marche. La meilleure. Ou la meilleure. Donc elle existe. Oui, ma question était... Par défaut, elle existe. Donc c'est quand même plus sympa de chercher quelque chose en étant sûr que ça existe que de se dire qu'il y en a peut-être pas. Et donc c'est motivant. Ma question était plus à destination donc des jeunes, des auditeurs. Pourquoi je disais ça? Est-ce que ça peut valoir le coup de... Je suis à peu près sûr qu'on leur dira c'est pas le bon lieu, c'est trop tard, ça va pas dans la bonne direction, etc., etc. C'est pour ça que je te dis ça. Et il faudra qu'ils ignorent à peu près tout ça.
Donc on m'avait dit, quand on s'est lancé, on nous a dit, vous êtes français en Chine, ça marchera pas, bla bla, il y a que les Chinois, etc., etc. J'ai entendu 50 fois. Et on a juste ignoré, on l'a fait, quoi. Donc voilà, donc là, le mot de la fin de cette interview-là, vous voulez lancer une boîte en Chine. Ou n'importe où. Ou n'importe où. Enfin là on est en Chine, voilà, mais ou n'importe où. Vous faites comme Hassen, c'est-à-dire que vous construisez, vous bossez beaucoup. Hein, quand même. Ouais. Je pense qu'il y a toujours quand même l'idée de bosser beaucoup. Hein. Ah oui, bah je pense qu'une partie du succès, c'est la quantité de travail en fait. Quand je suis à peu près sûr que si on prend les 400 meilleurs joueurs mondiaux de tennis et qu'on compare les 3 premiers et de 397 à 400, on va voir qu'ils n'ont pas la même quantité de travail. Voilà. Que la différence entre le 10e et le premier, j'imagine que la différence n'est pas liée à la quantité de travail, mais entre le 300, 400e et le premier, je suis à peu près sûr qu'il y a une grosse différence de quantité de travail. Et puis entourez-vous de gens sympas. Évidemment. Eh ben merci, et en tout cas nous on a toujours beaucoup de plaisir. Merci. On parlait plus longtemps de faire cet entretien, mais parce qu'en réalité à chaque fois qu'on se voit, c'est un entretien. On parle pendant 3 heures de plein de sujets. C'est ça. Mais quand on se voit, c'est sur le futur, c'est pas sur mon passé. Non, donc là c'est pour ça que je voulais revenir aussi un petit peu sur ton passé, pour voilà, te présenter et t'adresser un petit peu. Donc merci beaucoup Hassen. Merci à toi. Et bonne chance pour Bistro Chat. Merci.